La Guinée dans la perspective des élections locales, la CENI vient de publier le chronogramme. La date du 4 février 2018 est consensuelle. Elle a été amendée par les représentants des partis politiques et de la société civile. Quand l'agriculture prime sur les activités minières dans la savane guinéenne, le district de Gouré dans Sigiring est reconnu pour la richesse de son sous-sol en or. Toutefois, le village de Kourounia fait exception en s'adonnant aux activités agricoles. Il est qualifié de grenier de la zone aurifère. Dans cette édition, nous allons vous présenter un jeune Guinéen qui fait la fierté de son pays depuis plus de 30 ans au Japon. Ousmane Sankon, c'est son nom. L'homme a même été récemment décoré par l'empereur Akihito. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans cette édition que nous ouvrons par ce décret D 2017-256 PRG-SGG portant nomination d'un membre à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le président de la République décrète, article 1er, est nommé membre de la Commission électorale nationale indépendante CENI, M. Ali Bokar Samoura, ingénieur informaticien RPG Arc-en-Ciel, en remplacement de M. Maxime Koevogi, décédé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 25 septembre 2017, professeur Alpha Condé. Et puis, le Conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce lundi au palais Sékou-Touré. Plusieurs questions d'intérêt public ont été débattues, notamment l'atteinte des performances macroéconomiques telles que définies dans le Programme national de développement économique et social. Par la suite, le président de la République a instruit le ministre de la Sécurité de trouver des mesures appropriées afin de faciliter la circulation à Conakry. Mahmoud Bari revient sur le communiqué du Conseil des ministres. C'est sous la présidence du président de la République que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire, renvoyée à ce lundi 25 septembre. 4 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'atteindre les performances macroéconomiques telles que définies dans le plan national de développement économique et social et a invité le gouvernement à œuvrer dans ce sens. Monsieur le Président de la République a invité le ministre en charge de la Sécurité à diligenter de toute urgence les mesures appropriées pour faciliter la circulation automobile et libérer les emprises sur la voie publique à Conakry. Le chef de l'État a demandé au ministre en charge de l'Industrie de mettre à disposition un espace à Daboya afin d'y installer un hangar frigorifique dédié à la conservation de fruits et légumes. Le président de la République a invité le gouvernement à accélérer les travaux de construction du futur bureau de la représentation de la Banque africaine de développement à Conakry. Le chef de l'État a demandé aux ministres concernés de préparer la prochaine réunion de travail avec l'OCDE prévue au mois d'octobre à Bruxelles. Enfin, le président de la République a demandé à la ministre en charge de l'environnement de réaliser un état des lieux de notre patrimoine écologique et environnemental. Le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenue le 19 septembre 2017. À ce titre, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a fait une communication relative au programme cadre de développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat urbain et périurbain en Guinée. Le ministre a précisé que les objectifs spécifiques suivants ont été retenus. Rénover l'apprentissage dans 20 métiers du secteur de l'artisanat urbain et périurbain au profit de 20 000 apprentis sur toute l'étendue du territoire. Introduire l'apprentissage dual dans 8 métiers et de l'artisanat urbain et périurbain en faveur de 8 000 apprentis dans toutes les régions. Améliorer la gestion et le pilotage de l'apprentissage rénové et dual, améliorer le système de financement de l'apprentissage et améliorer l'accès et l'équité dans l'apprentissage. Le porte-parole du gouvernement a dit que la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait une communication relative au plan national d'investissement. La ministre a indiqué que concernant le cadrage macroéconomique, le gouvernement ambitionne d'accélérer le rythme de la croissance du PIB pour atteindre un taux de croissance à 2 chiffres de l'ordre de 10,2% du PIB en 2020 contre 4,5% en 2015 et 6,9% en 2016-2017.
Le porte-parole du gouvernement a dit que la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a fait une communication relative à la stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et des objectifs d'Aichi en République de Guinée. Le ministre du Budget a fait une communication relative au document de programmation budgétaire pluriannuel CBMT et CDMT 2018-2020. Le ministre a expliqué que le débat d'orientation budgétaire permet au gouvernement de présenter les grandes orientations de la politique des finances publiques et les priorités budgétaires pour la période 2018-2020 sur la base de cadrage macroéconomique dont découle le cadre budgétaire à moyen terme tel que développé dans le document de programmation budgétaire pluriannuelle. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil adopte le programme cadre du développement de l'apprentissage et autorise le ministre en charge de la formation professionnelle à rechercher les financements nécessaires à son exécution. Par ailleurs, le Conseil invite les ministères en charge du budget et des finances à prévoir une augmentation considérable du budget consacré à la formation professionnelle, à l'emploi et au travail lors des prochaines dotations budgétaires. 2. Le Conseil autorise Madame la ministre en charge du plan à poursuivre le processus d'élaboration du programme national d'investissement. Le Conseil demande qu'une commission comprenant la présidence de la République, la primature, les ministres en charge du plan, du budget et des finances procèdent à une revue des projets et programmes sélectionnés afin de s'assurer de leur conformité avec les priorités définies par le gouvernement. 3. Sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil approuve le document de stratégie nationale sur la diversité biologique pour la mise en œuvre du plan stratégique 2011-2020 et des objectifs d'Aichi en République de Guinée. 4. Le Conseil demande au ministre du Budget de travailler avec le ministre directeur de cabinet à la présidence de la République pour mettre en œuvre les dispositions prévues afin de respecter le calendrier du processus de programmation budgétaire pluriannuel 2018-2020 et le projet de loi de finances 2018. Au titre des divers, le président de la République a fait le compte-rendu de la participation de la Guinée à la 72e session des Nations Unies à New York. Voilà, c'était le compte-rendu du Conseil des ministres tenu ce lundi 25 septembre. À présent, les échos de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Après sa brillante prestation où il a rappelé la place de l'Afrique dans le monde, le président de la République, présidente en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé et ses pairs ont été conviés à un déjeuner d'État avec le président américain Donald Trump. Ils ont échangé sur des questions de coopération entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. La synthèse de la rencontre avec Sanassi Keita. Le déjeuner d'État est offert par le président des États-Unis d'Amérique aux dirigeants africains venus prendre part à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Une occasion mise à profit par Donald Trump de remercier très sincèrement tous ces dirigeants du continent pour leur participation massive à ces assises de New York. Le président Donald Trump a par ailleurs félicité son homologue guinéen, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, pour les grandes réformes engagées au sein de l'organisation panafricaine en vue de sa forte intégration, au profit surtout des populations africaines dans leur entièreté. In particular, I want to thank President Condé, who is representing the African Union. Thank you. Thank you. Dans la même dynamique, le président en exercice de l'Union africaine n'a pas manqué de saluer également la volonté affichée par le président du pays de l'oncle Sam, volonté qui va dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre l'Afrique et les États-Unis d'Amérique. Nous voulons désormais coopérer avec tous les pays du monde, mais dans le respect mutuel et la transparence, martèle le président en exercice de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé a par ailleurs énuméré les nombreuses potentialités dont dispose l'Afrique tout en ouvrant les portes aux entreprises américaines qui souhaitent venir s'implanter pour participer au développement du continent dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique.
Chapitre politique de cette édition, la Guinée dans la perspective des élections locales. La CENI, institution en charge des élections et des référendums dans notre pays, vient de publier le chronogramme. La date du 4 février 2018 est consensuelle. Elle a été amendée par les représentants des partis politiques et de la société civile. Le point avec Seydou Diallo. La date pour l'organisation des élections locales est fixée pour le 4 février 2018. La décision a été prise ce matin de concert avec les représentants des partis politiques et de la société civile. Nous avons pu obtenir une date technique des élections. Après avoir déroulé toutes nos activités sur 120 jours, nous sommes tombés effectivement sur le 4 février 2018 comme date technique de la CENI. C'est ce que nous allons soumettre aux autorités pour décision à prendre. Pendant cette rencontre, une annonce a été faite également sur le déroulé des opérations. Elle commence le 7 octobre 2017. Le nombre d'électeurs par bureau de vote qui était de 700 est réduit à 600 électeurs. Ensuite, plus question pour les citoyens de parcourir plus de 5 km. La distance est ramenée désormais à 2 km tout simplement. Des facilités pour réussir une bonne élection. Pour la première fois, nous avons participé à un atelier qui a mobilisé l'ensemble des acteurs clés du processus électoral. Je pense que cela augure à un processus électoral qui s'annonce ouvert et crédible. Si aujourd'hui, au sortir d'un atelier, on a une date fixée pour ces élections, nous ne pouvons que nous en réjouir, tout en faisant énormément attention, bien sûr, parce que la CENI nous a habitués à des coups, des dates non tenues. Par rapport à la date du 4 février est bonne, et je suis sûr que le RPG Arc-en-Ciel est prêt à affronter cette élection à partir du 4 février 2018 parce que nous sommes déjà prêts et il y a à peu près une dizaine d'années que nous attendons organiser cette élection. Et avec l'érection de certains districts en sous-préfecture, l'intégration de toutes ces entités dans le programme de réajustement de la cartographie est aussi envisagée. Un travail qui va accroître le nombre de bureaux de vote au compte de ces élections. La Guinée sur le point d'expérimenter un nouveau programme dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il est dénommé RED+. Le projet portera notamment sur la protection de l'écosystème en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Explication Mohamed Alpha Baldé, Aboubacar Diaby. Si son taux d'émission de gaz à effet de serre reste négligeable, la Guinée compte faire des efforts pour limiter son empreinte carbone. La déforestation et la dégradation des terres sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Pour y remédier de façon durable, une nouvelle approche est envisagée. En plus de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, les initiatives du mécanisme RED+, procurent d'autres avantages importants comme la conservation de la biodiversité et la protection d'autres services environnementaux qu'offrent les forêts. Ici, l'ensemble des acteurs environnementaux discutent de la mise en œuvre du RED+ en Guinée. Un programme qui permettra à la Guinée de mieux lutter contre toutes les formes de destruction du couvert végétal. Il y aura un rapport qui sera élaboré et ce rapport sera soumis à la COP21, à l'ONU RED. Si ce rapport est validé par l'ONU RED, notre pays va bénéficier à travers ce mécanisme de beaucoup de financement pour la conservation, la protection de nos têtes de sources d'eau et pour la gestion rationnelle de nos forêts. À l'heure des enjeux climatiques mondiaux, la Guinée entend faire partie des nations les plus respectueuses de l'environnement. Déjà, le pays s'est engagé à reboiser 1000 hectares chaque année. Par ailleurs, des acteurs de la société civile planchent depuis ce matin sur les grandes réalisations hydroélectriques en Guinée, des projets qui devraient générer des revenus et contribuer à la création d'emplois. Cette rencontre participe de la volonté de promouvoir et de divulguer les recommandations de la CEDEAO relatives au développement des infrastructures hydrauliques. Explication Valérie Talimané. La Guinée regorge de nombreuses potentialités hydrauliques, d'où le titre de château d'eau de l'Afrique occidentale.
Ces ressources en eau permettent au pays de se doter de barrages hydroélectriques afin de fournir de l'électricité aux populations, comme le barrage de Caleta avec une production de 240 MW. La réalisation de ces méga-projets nécessite la délocalisation des populations riveraines. Dans cette salle, la rencontre est axée sur la directive CEDEAO relative au développement des infrastructures énergétiques en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'État et à travers les ministres de l'énergie et de l'eau ont doté l'espace CEDEAO de cette directive dont l'objectif est vraiment d'harmoniser, mais aussi veiller sur la bonne marche de ces barrages. Cette directive a été adoptée par l'ensemble des gouvernements de la CEDEAO pour qu'à l'avenir on puisse appliquer le contenu de cette directive qui va sans nul doute aider l'ensemble des populations affectées, déplacées au niveau de ces barrages dans le cadre d'un développement réel de l'ensemble des pays de la CEDEAO. Après sa validation en 2015 à Dakar et son adoption à Monrovia, les mesures assorties de cette directive devraient impacter la vie socio-économique des populations guinéennes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avantages, que le développement est en cours et a été entamé. Donc il y a beaucoup de barrages qui vont naître. Donc avoir cette directive en ce moment, je pense que c'est un salut. À travers cette rencontre, les acteurs contribuent au développement harmonieux des États membres de la CEDEAO et à l'intégration sous-régionale. La démarche devra permettre de minimiser les risques de dégradation des moyens de subsistance inhérents et à la mise en œuvre des plans de réinstallation et de développement local. Quand l'agriculture prime sur les activités minières dans la savane guinéenne. En effet, le district de Bouré dans Sigiri est reconnu pour la richesse de son sous-sol en or. Toutefois, le village de Kourinina fait exception en s'adonnant aux activités agricoles. Il est qualifié de grenier de la zone aurifère. Un paysan leader a réussi à mettre en valeur plus de 60 hectares de maïs cette année. Reportage Ansoumane Toumani Camara. Kourinina, en plein cœur de la contrée aurifère de Bouré à Sigiri. Malgré sa proximité avec les zones d'exploitation d'or, ici, les populations ont conscience du caractère passager de la prospérité minière et donnent la priorité à l'agriculture. C'est le cas de Malik Kamara, qui a une décennie d'expérience dans la maïsculture. Cette année, ce paysan leader a mis en valeur 60 hectares de maïs contre 40 en 2016. An koni hami mindi bi ni gouvernement ki nyalo ndo kasina ka machine kabako si machine kelenduma awandi kurasi beda so ka banka mo beda encourager mfede. Mon souci majeur aujourd'hui, c'est comment récolter ce périmètre. Si le gouvernement nous aide à avoir des égreneuses, cela nous éviterait les pertes à la récolte. Aussi, nous pourrons augmenter les superficies à récolter. Bonya dugudo a nyala. La présente campagne s'annonce avec l'augmentation du rendement à l'hectare. Ce bonheur du monde rural vient en grande partie du soutien du gouvernement au secteur agricole. Pour la campagne 2017, la préfecture de Sigiri a reçu 284 tonnes de semences améliorées de maïs et 8615 tonnes d'intrants, toutes catégories confondues. Et le rendement, ça se voit, regardez ce épi de maïs, c'est-à-dire que si la récolte est faite, c'est-à-dire que le rendement peut aller jusqu'à 5-6 tonnes à l'hectare. Avant, c'était 2 tonnes à l'hectare, 1 tonne et demie à 2 tonnes à l'hectare ou 2 tonnes 500. Les 60 hectares que vous voyez, s'il faut les travailler à la main, ce n'est pas chose facile. Bouré Kourinina, dans Sigiri, au-delà de son caractère de grenier de la contrée aurifère, le village est aussi doté d'un important gisement de calcaire. Ces matières premières de la cimenterie sont répertoriées dans ces chaînes de montagnes qui entourent le village situé à une quarantaine de kilomètres de Sigiri-ville. Et puis la Guinée s'achemine vers la mise en place du Conseil national des jeunes. Après les ateliers préfectoraux et régionaux, les cadres du département de la jeunesse viennent d'organiser l'atelier national de validation des textes juridiques. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information.
Occupation anarchique de la voirie urbaine de la capitale. Les principales artères sont encore occupées par les garagistes, des parcs auto, des mendiants, des étalagistes et autres. Une situation qui entrave la fluidité de la circulation. Les autorités annoncent de nouvelles opérations de déguerpissement. Mais avant, elles prônent pour la sensibilisation. Reportage Mounir Diallo. L'occupation illégale des emprises, un phénomène courant à Conakry. Depuis quelques jours, les autorités annoncent des opérations de déguerpissement. Une campagne de sensibilisation est lancée par les collectivités locales. À Matoto, par exemple, l'une des plus grandes communes du pays, l'opération touche un nombre important d'occupants des voies publiques. Les messages des initiateurs sont assez interpellants. Un message de sensibilisation à l'endroit de la population, parce que quel que soit l'effort des autorités, si la population qui est bénéficiaire même de l'action gouvernementale n'est pas consciente de l'effet de l'effort qui est fourni, ça va être un peu difficile. Donc c'est le lieu de sensibiliser toute la population, d'accepter qu'on essaie de changer l'image de notre collectivité. C'est une responsabilité partagée. D'abord, il y a que lorsque l'on doit procéder à un déguerpissement, il est nécessaire de faire une large sensibilisation. La sensibilisation qui doit passer forcément par les collectivités décentralisées. Parce que seules les collectivités décentralisées peuvent atteindre entièrement la cible. C'est-à-dire que lorsque le maire est informé, que le maire informe ses chefs de quartier, que les chefs de quartier informent les chefs de secteur, que les chefs de secteur informent les chefs de carré, que les imams, les religieux sont informés, et que les vendredis, lors du sermon, n'est-ce pas, le message est passé, que dans les quartiers, n'est-ce pas, le message aussi passe au niveau de la jeunesse, au niveau des groupements féminins, au niveau des baleuses, au niveau de l'administration du marché, du CA du marché. Je pense que quand cela se fait pendant 10 jours, personne ne peut dire « je ne suis pas au courant de ce que l'État veut ». Dans cette commune, la circulation est difficile à certains niveaux à cause de l'occupation anarchique de la voie publique. Dans cette phase de sensibilisation qui démarre, on compte ici sur les médias et l'apport des notables pour changer cette image. Et puis, la ministre des Travaux publics a le plaisir de porter à la connaissance des usagers de l'ex-aéroport Matoto-Anta de la mise en service de la bande sud Suisse au rond-point de Matoto en chantier. Ainsi, pour permettre la continuation des travaux, le trafic sur cette bande sera interrompu tous les jours de 21h à 6h du matin. Le département des Travaux publics présente ses excuses à chacun et à tous pour les désagréments vécus pendant la traversée du rond-point de Matoto. Madame la ministre sait compter sur l'esprit de civisme de l'ensemble des populations. Nous allons vous présenter à présent un jeune Guinéen qui fait la fierté de son pays depuis plus de 30 ans au Japon. Ousmane Sankon, c'est son nom. Il fait la promotion de la culture guinéenne par le biais de sa structure dénommée Sankon Systems. L'homme a même été récemment décoré par l'empereur Akihito. Il est en séjour à Conakry. Notre reporter Abdoukarim Kamara est allé à sa rencontre. Il est l'un des premiers diplomates des relations guinéo-nippones. Ousmane Sankon réside au Japon depuis 45 ans. Il s'y est rendu pour la première fois en 1972 à l'ouverture de l'ambassade guinéenne. 8 ans après, l'homme enfile le manteau de diplomate culturel. Sankon Systems est créé. Une structure multimédia et de publicité du potentiel culturel de son pays. Je fais un peu la comédie, je fais les conférences sur les problèmes culturels, familiales et entre la bonne coopération entre la Guinée et le Japon. Ils ont 47 préfectures, là où j'ai tout fréquenté pour parler dans les écoles et dans les familles, dans les centres familiales. Ainsi commence une histoire d'amour. À plusieurs reprises, le natif d'Araponka fait la une des journaux. Le 29 avril 2017, ce Guinéen est reçu par l'empereur Akihito. Il est décoré de l'ordre des rayons d'or et d'argent. Décoration faite aux étrangers pour les efforts fournis dans leur domaine d'activité au Japon. 人からしたギニアっていうのはまだそんなに知られてはいません。
Il y a des Japonais qui sont venus vérifier, ils ont trouvé qu'il y a des pauvres aussi en Guinée. Donc avec toutes les informations et tout ce qui s'est passé avec M. Ousmane Sanko, ils vont s'intéresser de plus à la Guinée pour qu'ils puissent aider les Guinéens. Les relations doivent être bien continuées. Il faut qu'il y ait une participation des secteurs privés. Et petit à petit, avec des activités du secteur privé, les relations de deux pays se renforcent. L'homme est père de 5 enfants, marié à 2 femmes, une guinéenne et une japonaise. À Bofa, Sanko entretient la coopération interculturelle à travers une école primaire de 3 salles de classe dans le secteur de Bolondé. Rappelons que dans le même élan d'amitié et de coopération, l'ambassade de Guinée au Japon tient aussi à faire une décoration à titre posthume le 12 octobre prochain. Et ce sera à l'honneur du chef de l'équipe japonaise qui a fait la carte géographique de la Guinée dans les années 1980. Célébration du 44e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau à Conakry. Une grande figure revient encore. Il s'agit d'Amilcar Cabral qui a marqué de son empreinte l'indépendance des colonies portugaises. Fatimatou Diallo a suivi pour nous cette célébration à Conakry. À la chancellerie de l'ambassade de Guinée-Bissau à Conakry, cette maison est chargée de souvenirs. C'est ici que le leader bissau-guinéen Amilcar Cabral a séjourné avant sa mort. L'homme fut le fondateur du PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Pour nous, cette date mémoriale pour célébrer les mémoires d'Amilcar Cabral et de toutes les combattants qui sont tombés pour la libération de Guinée-Bissau. Nous savons que Guinée-Conakry est un pays qui a coulé tous les dirigeants du PAIGC ici pour la lutte de notre libération nationale. Notre guide, leader immortel, Amilcar Cabral, est assassiné ici, à cet lieu où Guinée-Bissau a commencé. Ici, pour nous, est le grand historique. En célébrant ce 44e anniversaire du pays de José Mario Vaz, le diplomate bissau-guinéen se réjouit de l'excellence des relations entre la Guinée et son pays. Guinée-Bissau et Guinée-Conakry, je dis que sont des pays frères. Notre dirigeant sont engagés pour le renforcement de la coopération bilatérale entre des pays. Si vous voyez, il y a beaucoup de ressortissants guinéens à Bissau qui sont commerçants et en ce moment, il y a beaucoup de ressortissants qui font le développement de leurs activités économiques. Ancienne colonie portugaise, la Guinée-Bissau a proclamé son indépendance le 24 septembre 1973, 6 mois après l'assassinat d'Amilcar Cabral. Aujourd'hui, on peut compter plus de 7000 ressortissants de la Guinée-Bissau bien intégrés en Guinée. Et puis, l'actualité internationale nous conduit en Allemagne. Victorieuse mais affaiblie par le score décevant, Angela Merkel s'est attelée ce lundi à la tâche difficile de former une nouvelle majorité dans un paysage politique éclaté. Pendant ce temps, en France, les routiers ont entamé un mouvement contre la réforme du Code du travail. Ils entendent mener des actions de blocage ou de ralentissement autour des lieux stratégiques comme des dépôts de carburant. Enfin, au Kenya, le journalisme d'investigation vient soulager les populations en matière d'information. Un jeune journaliste s'est fait remarquer en créant sa propre chaîne. Un regard sur le monde, c'est avec Falilou Diallo.
Au lendemain d'une percée électorale historique, la droite nationaliste allemande fait face à des divisions intestines. Des divisions qui ont donné un avant-goût de débats chahutés à la Chambre des députés dans un pays habitué au consensus. Victorieuse mais affaiblie par un score électoral décevant, Angela Merkel s'est attelée ce lundi 25 septembre à la tâche difficile. Il s'agit de former une nouvelle majorité en Allemagne. Les routiers ont débuté ce matin un mouvement reconductible contre la réforme du Code du travail. Au port de Gennevilliers, dans les Hautes-Seines, ils se sont rassemblés devant un dépôt de carburant et ont distribué des tracts aux chauffeurs et aux automobilistes. Il y a plus de 40 points de blocage sur l'ensemble du territoire français, et y compris des endroits où nous n'avions pas prévu qu'il y ait des actions, et qu'il y a, je pense à Marseille, autour d'une zone logistique, je pense à Toulouse, je pense au dépôt de carburant de Vatry qui est aujourd'hui paralysé par les conducteurs. Au Kenya, l'accès à l'information publique est limité. La majeure partie des populations fondent leur espoir sur des journalistes d'investigation pour dénoncer le crime et la corruption. John Alan Namu est l'un d'entre eux. Il a fondé son organe de presse dénommé Afrique il y a 8 ans. Ce communiqué avant de refermer cette édition, la Haute Autorité de la Communication suit avec une grande préoccupation le débat politique en Guinée et le traitement par les médias des informations s'y rapportant. Elle constate la radicalisation du discours tenu par certains responsables politiques qui incitent malheureusement à la révolte populaire et à l'atteinte au bon fonctionnement des institutions de la République. La loi fondamentale et la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse consacre la liberté d'expression et la liberté des médias en Guinée. Cependant, l'article 1er, alinéa 2 de la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse précise que l'exercice de cette liberté se fait sous réserve du respect de l'éthique et de la déontologie, de la dignité humaine et des droits de la personne, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et de l'opinion. L'article 30, alinéa 2 de la même loi organique dispose qu'aucune station de radiodiffusion ou de télévision privée ou communautaire ne doit ni directement ni indirectement s'identifier à un parti politique, à une religion, à une région ou encore à une ethnie. En outre, les incitations aux troubles, aux violences, les atteintes à l'unité nationale et à la sûreté de l'État sont des infractions pénales graves punies par la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant sur la liberté de la presse et par le code pénal. La Haute Autorité de la Communication demande aux médias guinéens de prendre conscience de leur rôle central dans le processus d'identification d'une société guinéenne démocratique, pacifique et économiquement prospère. Elle les appelle à s'abstenir de tout comportement susceptible de mettre en péril la stabilité, l'unité nationale et la démocratie en Guinée. La Haute Autorité de la Communication rappelle aux médias guinéens qu'ils sont des outils d'information des citoyens et d'animation du débat politique civilisé et constructif. En aucun cas, ils ne doivent se laisser manipuler ou servir d'instruments de propagande, d'incitation aux violences, aux troubles et à la haine. La Haute Autorité de la Communication invite les médias à faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans le traitement de l'information politique en cette période préélectorale. Elle les exhorte à contribuer positivement au renforcement de la démocratie, de l'unité nationale et de la stabilité socio-politique de la Guinée. Pour la présidente, Madame Martine Condé, commandeur de l'Ordre national du Bénin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Le district de Lero, une localité minière de la sous-préfecture de Sigirini. Depuis le 15 septembre dernier, date de la rentrée officielle des classes, le tricolore national flotte dans l'enceinte de l'école primaire